puisque ce parti Raham qui s'était plus ou moins bien intégré dans cette coalition de droite centre-gauche, eh bien, n'arrive plus d'une certaine manière à calmer l'ardeur de son aile radicale qui exige qu'on quitte le gouvernement. Alors il trouve lui aussi des compromis, lui aussi feinte, lui aussi ruse. Et on est en fait dans un espèce de flou que l'on n'arrive pas à trancher, mais un flou qui pourrait durer. Et nous poursuivons cette heure d'actualité avec notre ami Stéphane Amar. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'avoir interrompu pendant quelques instants vos vacances dans le nord du pays. Vous n'êtes pas le seul, je suppose, là-bas dans le nord du pays, mais c'est important. La tension est toujours très vive à Jérusalem et en particulier dans la vieille ville de Jérusalem et sur le Har HaBayit. Et on voudrait avoir un peu d'abord votre appréciation par rapport à ce qui s'est passé hier, en particulier sur le plan politique. Il y a eu une réunion importante du parti Raham, des instances à la fois politiques et à la fois religieuses, puisque la Shura aussi s'est réunie. Et il a été décidé, apparemment d'un commun accord avec le Bennett et Lapid, de geler la participation de Raham à la coalition gouvernementale. La question que je vous pose, elle est plus idéologique. Est-ce que comment le parti Raham, qui est un parti islamiste, qui est une réminiscence des frères musulmans, peut-il, d'une certaine manière, continuer à évoluer dans une coalition qui dirige un pays dans lequel il y a tous ces problèmes sur le plan sécuritaire, sur le mont du Temple en particulier? C'est ce qui est très intéressant. On arrive là, je dirais petit à petit, au moment de vérité, puisque on aborde des problèmes au proprement parler essentiels pour Israël, pour le judaïsme même dans son ensemble, puisqu'on se rend compte que depuis maintenant plusieurs années, tout le conflit israélo-palestinien tourne autour d'un endroit, c'est le mont du Temple, l'esnad des mosquées, c'est de là que partent les tensions, c'est cet endroit qui entretient sans arrêt ce conflit israélo-palestinien, et on voit bien qu'à un moment ou à un autre, il faudra aborder enfin de front ce problème sans passer sans cesse par des ruses, par des subterfuges ou même, je dirais, clandestinement s'approprier cet endroit comme c'est le cas actuellement. Je pense que ça montre qu'il faudra aborder ces vrais problèmes. En attendant, on voit bien que ce problème empoisonne littéralement la vie politique israélienne, puisque ce parti Raham qui s'était plus ou moins bien intégré dans cette coalition de droite centre-gauche, eh bien, n'arrive plus d'une certaine manière à calmer l'ardeur de son aile radicale qui exige qu'on quitte le gouvernement. Alors il trouve lui aussi des compromis, lui aussi feinte, lui aussi ruse. Et on est en fait dans un espèce de flou que l'on n'arrive pas à trancher, mais un flou qui pourrait durer, on le voit bien, puisque ce gel qui a été décrété par le parti Raham est une manière de dire, malgré ce qui se passe, nous restons au gouvernement. Sous-entendu, je dirais la présence de plus en plus visible des Juifs sur le mont du Temple n'est pas un casus belli pour nous. Nous pouvons rester au sein de ce gouvernement. N'est-ce pas une forme de pragmatisme que de dire d'une certaine manière, nous sommes au gouvernement depuis 10 mois, nous avons commencé à semer, on va dire, des acquis sur le plan social et socio-communautaire dans le secteur arabe. Si nous quittons la coalition gouvernementale aujourd'hui, eh bien, nous ne pourrons pas récolter les acquis que nous avons semés ces derniers mois. Si, absolument. Il est évident que Mansour Abbas est un fin politique. Il sait très bien pourquoi il est dans cette coalition. C'est pour attirer des avantages sur sa communauté arabe. Il a aussi obtenu des choses extrêmement concrètes, comme la libération des 300 personnes arrêtées sur le mont du Temple vendredi dernier. Donc, il a un pouvoir au sein de ce gouvernement qu'il veut à tout prix conserver. La question maintenant, c'est combien de temps arrivera-t-il à contenir les plus radicaux qui ne sont pas dupes. Il y a eu une expression tout à fait fine de Ayman Odeh, je crois, sur cette position de jet de la participation. Il a dit, c'est comme dire, j'entame une diète en plein Ramadan. Il est évident que pour le parti Raham, c'est simplement une façade. Ce gel, une protestation de façade, mais que d'une certaine manière, Raham est prêt encore à avaler des couleuvres pour pouvoir se maintenir et effectivement faire avancer ses propres dossiers du secteur arabe au sein du gouvernement. Dans la rue arabe israélienne,
le positionnement face à ce qui se passe sur le mont du Temple, il est plus proche de ce que fait Raham aujourd'hui, ou alors il est plus radical? Ce que je peux vous dire, c'est ce que je constate. Je constate qu'il y a certes des événements graves qui se déroulent en ce moment à Jérusalem, sur l'esplanade et autour, mais que ces événements finalement concernent une petite fraction des Palestiniens. On n'est pas du tout d'abord dans ce qui s'est passé l'an dernier, où le soulèvement était beaucoup plus généralisé, où il était attisé par le Hamas, qui avait entrepris en même temps une campagne de tir de roquettes contre Israël. Cette fois-ci, on voit bien que c'est quelque chose de beaucoup plus réduit, même aux abords de la porte de Damas. Un calme relatif règne, alors que l'an dernier, la porte de Damas s'enflammait complètement. Est-ce que, je dirais, cette relative modération des émeutes est due à la présence ou non de Raham au gouvernement? Je ne sais pas. Ce que je sais de façon certaine, c'est que la plupart, je dirais la majorité des Palestiniens ne sont pas pour un affrontement à outrance. Beaucoup de personnes qu'on a pu rencontrer hier nous ont dit qu'ils voulaient passer un ramadan dans le calme. Et il faut savoir que les événements qui ont été déclenchés vendredi sur l'esplanade ont gêné les gens en prière qui venaient pour célébrer ce ramadan. Et c'est une majorité silencieuse, évidemment, comme souvent dans le monde arabe. Mais en tout cas, il est certain que le soulèvement n'est pas généralisé. Alors, je voudrais que vous demandiez de réagir à un sondage qui a été publié hier dans le Israël Hayom, qui est assez intéressant et pas particulièrement optimiste, sur les chances de coexistence entre juifs et arabes. On est un an après, quasiment après les émeutes dans les villes mixtes de l'année dernière. Et là, on voit il y a près de, voilà, on va dire très clairement la question, quelles sont les chances que les juifs et les arabes puissent vivre en paix et coexister dans des villes mixtes dans les années à venir. 69% considèrent qu'il n'y a soit aucune chance, soit de faibles chances. C'est quand même assez pessimiste, n'est-ce pas, Stéphane? Oui, j'ai regardé attentivement le sondage que vous m'avez envoyé hier soir, Daniel. Alors, il m'a inspiré quelques réflexions. Effectivement, on a l'impression qu'on va vraiment vers une catastrophe quand on lit ce sondage et que finalement, comme disait Johnny Hallyday, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais encore une fois, si on se reporte à la réalité, quelle est la réalité de la vie dans les villes mixtes aujourd'hui, au moment où je vous parle? C'est une réalité quotidienne de coexistence. Je me suis rendu à des dizaines de reprises à Lod, à Ramleh, à Haïfa, à Yafo, etc. Dans toutes ces villes-là, les gens travaillent ensemble, les gens mènent des actions humanitaires ensemble. Par exemple, j'ai réalisé il y a quelques mois un reportage au sein du Magen David Adom à Lod, où quasiment toutes les équipes sont mixtes. Elles vont sauver indifféremment des Juifs ou des Arabes. On a bien vu ce qui s'est passé lors des attentats récents à Bnei Brak avec ce policier arabe qui a été enterré en grande pompe à Nazareth, où des orthodoxes sont venus assister de manière tout à fait exceptionnelle à l'enterrement. Alors, au-delà des sondages, si vous voulez, c'est tout de même ça la réalité israélienne. Tout n'est pas rose, évidemment. Il y a des problèmes, mais je ne dirais pas qu'on va vers une aggravation du conflit. J'aurais aimé savoir dans ce sondage qui pense, parmi ceux qui habitent les villes mixtes, qu'il n'y a pas d'avenir pour la coexistence dans les villes mixtes. Parce qu'effectivement, quand on vit un peu à l'extérieur, on a une idée peut-être un petit peu pessimiste de ce qui s'y passe. Cela dit, et ça je crois que je vous l'ai souvent dit, je ne pense pas que la solution au conflit israélo-palestinien soit la coexistence à tout prix. Il faut trouver un cadre institutionnel pour que chacun puisse vivre selon sa culture, selon le cadre de vie qu'il a choisi. Je pense que l'idéal, c'est que chacun vive dans son agglomération, dans son quartier, mais au niveau global, si vous voulez, on va dire entre la mer et le Jourdain, je ne vois pas du tout ce qui pourrait insister au pessimisme, puisque depuis, encore une fois, des décennies, juifs et arabes vivent au quotidien parfaitement en paix, même s'il y a, on le voit en ce moment, des explosions de violence de temps à autre. Mais on va rester sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup Stéphane Amar d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Moadim Nessimcha, et bonnes vacances. Merci, au revoir. Au revoir.